La fameuse règle des 4%. Si tu n'en as pas entendu parler jusqu'à présent, je vais t'expliquer ce que c'est. On va voir c'est quoi le mythe. On va voir malheureusement quelle est la réalité, quelle est la solution également que je te propose pour contrer tous les risques que qu'apporte cette fameuse règle des 4% que beaucoup de professionnels de l'investissement recommandent à leurs clients, ce que je trouve être une totale hérésie. Mais on va voir un petit peu tout ça ensemble. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Carteni, je suis investisseur dans les actions à dividendes depuis maintenant 7-8 ans. J'ai investi à peu près 550 000 $ dans cette stratégie et j'aimerais te partager aujourd'hui pourquoi cette règle des 4% est selon moi une grave erreur à commettre lorsque tu t'apprêtes à investir en bourse. Alors, tout d'abord, posons la base de la base. Qu'est-ce que cette fameuse règle des 4%? L'idée, c'est de dire que quand tu arrives à ta retraite, il y a un moment, tu n'as plus de revenus du travail, donc il faut vivre. Et pour vivre, ce que certains conseillers en investissement, des professionnels recommandent à leurs clients, c'est de liquider en fait chaque année 4% de la valeur de leur portefeuille pour pouvoir subvenir simplement à leurs besoins pendant la retraite. Donc grosso modo, si on tire les traits, 4 fois 25 pour arriver à 100%, donc ça fait 25 années. Donc on estime que pendant 25 ans, la durée déterminée d'une retraite visiblement, on va pouvoir liquider chaque année 4% pour pouvoir survivre, tout dépend du montant que ça correspond, encore une fois c'est 4% pendant sa retraite. Le problème c'est que y a plusieurs problèmes vis-à-vis de cette approche. Le premier c'est que potentiellement une retraite ça dure plus de 25 ans. Je sais pas si on part à la retraite à je sais plus quel âge c'est en France ou aux États-Unis. Si on part à l'âge de 60, 65, 25 ans ça nous amène à 85, 90 ans. Donc qu'est-ce qui se passe si on part de cette planète Terre un peu plus tard que ça? Donc est-ce que ça veut dire qu'on a liquidé tout notre patrimoine, qu'on a liquidé 100% du portefeuille et que à partir de ce moment-là on doit survivre ou aller faire la manche dehors ou vendre du muguet ou des fleurs ou que sais-je sur le marché? Non, j'espère que non, sinon c'est pas terrible. Mais voilà, cette règle déjà n'anticipe pas une durée de vie plus longue que visiblement 25 ans ou une retraite plus longue que 25 ans, ce qui est un petit peu dommage et donc c'est déjà un premier problème. Pour moi, cette fameuse règle des 4%, en fait, c'est un gros bullshit qu'on veut nous vendre. Alors, ça paraît super simple, mais encore une fois, Wall Street ou tous les conseillers financiers, les professionnels, en fait, basent beaucoup trop leurs conseils parfois sur des prédictions, sur des promesses qui malheureusement sont juste intenables. Et encore une fois, faire des prédictions quand on investit en bourse, c'est malheureusement quelque chose qui est impossible. Encore une fois, ceux qui veulent me faire croire qu'ils sont capables de dire ce qui se passera dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans ou peu importe la durée de temps, je les considère comme étant des menteurs, des gens arrogants ou des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. La réalité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de ces conseillers financiers à Wall Street, etc., ont tout intérêt à vous garder comme client le plus longtemps possible. Donc, en vous faisant investir sur toute votre durée de vie et ensuite en vous disant, on va liquider 4% en fait chaque année au moment de votre retraite, vous êtes encore client chez cette personne qui gère vos comptes, par exemple, vos investissements. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Wall Street, tous ces professionnels, vous êtes des revenus passifs pour eux aussi longtemps que votre capital il est investi chez eux. Donc c'est pour ça qu'on va toujours vous faire en fait des promesses sur le long terme et qu'on va sortir tout un tas de bullshit, peu importe ce qui se passe dans l'économie, que l'économie soit belle, que l'économie soit pas bonne, on va toujours vous trouver des arguments, des raisons pour vous faire croire ou pour vous faire croire simplement que c'est comme ça, c'est conjoncturel, c'est systémique, ça ira mieux plus tard, cette fois-ci c'est différent, il faut être patient, il faut attendre 10 ans, il faut attendre 20 ans. Bref, l'idée pour eux c'est toujours de vous garder client parce que le plus longtemps vous êtes client chez eux et le plus longtemps vous êtes des revenus passifs pour eux, parce que n'oubliez pas qu'évidemment tous ces services ne sont pas gratuits. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube où je vous démontrais à quel point les frais de ces professionnels étaient malheureusement rédhibitoire, énorme, malgré que les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est 0% ou 1%, ça paraît petit en nominal, mais on avait fait la démonstration dans cette autre vidéo que sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ces petits 0 ou 1% représentaient des centaines de milliers de dollars et même des millions de dollars. Ok ? Cette règle des 4%, pour revenir à celle-ci, elle sort pas de nulle part. En réalité, il y a eu beaucoup de recherches et d'études académiques qui ont été réalisées pour déterminer justement quel était ce taux, ce pourcentage de retrait à réaliser au moment de sa retraite qui serait idéalement optimal. Et tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord sur un taux de 4%. Évidemment, c'est ce qui est le plus communément accepté. Maintenant, on peut partir sur 5% sur une durée de 20 ans. On peut partir sur 3%, 2%, 6%. Encore une fois, ça dépend de la taille du portefeuille. Parce que retirer 4% de 100 000, retirer 4% d'1 million ou retirer 4%
de 10 millions, c'est pas du tout le même montant en nominal et sur ce qui va arriver dans tes poches pour vivre au jour le jour quand tu es à la retraite. Donc encore une fois, ce taux de retraite 4%, oui, c'est une base 4%, mais il faut déterminer ce que ça représente concrètement parce qu'encore une fois, d'une personne à une autre en fonction du capital de disponible, c'est pas du tout la même chose. OK? Alors, pourquoi je trouve que c'est donc de la merde? Je pense que tu l'as compris, parce que de 1, en fonction de la taille du portefeuille, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. La durée de la retraite et de sa durée de vie, on n'en sait rien. Et surtout, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est de devoir dilapider son capital durement construit tout au long d'une vie d'investissement au moment de sa retraite. Donc, ça veut dire que potentiellement également, tu transmets rien à tes enfants ou à ta famille. C'est-à-dire que tu te dis, clairement, je liquide mon patrimoine financier pour pouvoir subvenir à mes besoins à la retraite, ce qui est très dommage. D'autant plus, il y a d'autres solutions qu'on va voir à l'instant. Et il y a surtout un très gros problème, c'est que liquider 4% chaque année, tu es également à la merci de ce qui se passe dans l'économie. C'est-à-dire que retirer 4% quand le cours des actions fait que monter, c'est magnifique parce que finalement, tu liquides pas réellement ton portefeuille puisque ton portefeuille chaque année génère des plus-values. Mais par contre, dans un scénario qu'on va mathématiser juste après où le cours de l'action reste le même ou même chute dans le pire des cas, c'est pas du tout la même chose parce que du coup, tu récupères pas du tout le même argent à la fin. OK? La solution, avant qu'on fasse la démonstration chiffrée, c'est quoi? C'est en fait de pas du tout viser cette revente de son patrimoine financier au moment de la retraite, mais tout simplement faire en sorte que ce patrimoine financier te génère chaque mois, chaque trimestre, un cash flow en fait, des revenus à travers ce que j'appelle moi donc, et ce qui s'appelle tout simplement les dividendes. Donc plutôt que d'investir dans des actions, par exemple, X ou Y qui ne versent pas de dividendes par exemple, autant aller investir dans des actions qui versent des dividendes. Et par exemple, mon portefeuille à moi a une rentabilité, si j'ai pas de bêtises aujourd'hui, sur dividendes à peu près 4,7% si je dis pas de bêtises à la date de cette vidéo. Et donc ça veut dire que chaque année, mon portefeuille me génère en trésorerie 4,7% de dividendes tout en maintenant la totalité de mon capital investi en bourse. Je te le rappelle, c'est du dividende, c'est du cash flow. C'est comme en immobilier, tu as des loyers qui sont issus de ton bien immobilier. En bourse, tu as des dividendes qui sont issus de mes actions que je détiens. Donc là où toi, on te dit d'aller supprimer, d'aller revendre 4% de ton portefeuille chaque année pour avoir des revenus, non, moi je garde mon portefeuille, 100% de mon capital investi en bourse et ce capital me génère chaque année 4,6, 4,7% de dividendes. Ce qui fait qu'en fait, je me supprime tout le stress autour de cette stratégie. Je conserve mon patrimoine, mon capital, je vais pouvoir le transmettre si je veux. Bref, je sais pas ce qu'il en adviendra après ma mort. En tout cas, chacun met ce qu'il veut dans son testament. Mais en tout cas, on le maintient et surtout, ce capital régénère chaque année 4,6, 4,7% de dividendes, etc., etc., etc. Donc, par tranche de 100 000 euros, ça fait 4 700 euros de dividendes qui tombent dans la poche. Donc voilà, chaque année. C'est pour ça que c'est vraiment l'approche que j'ai et que je recommande vraiment à tout le monde plutôt que cette fameuse règle des 4% qui est selon moi un gros bullshit. On le voit souvent chez les gens qui recommandent d'investir dans les trackers quand on leur dit ouais mais moi les trackers j'aime pas parce que j'ai pas de flux de trésorerie, j'ai pas de cash flow. Les gens nous répondent ouais mais tu pourras revendre à la fin de ta vie progressivement des morceaux de ton tracker. Alors oui, la théorie elle est belle, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais le problème encore une fois c'est qu'on va revenir sur ça, c'est les fameuses prédictions. Dans un scénario où les actions vont toujours vers le haut, c'est pas un souci de revendre une partie de ton portefeuille parce que finalement on fait pas trop de mal à son portefeuille. Les actions vont vers le haut, on en revend une petite partie, on maintient plus ou moins son portefeuille, ça fait pas forcément très mal, voire même on ne revend que les plus-values qui ont été générées, donc on maintient son capital, on revend que les plus-values. Bon, pourquoi pas, ça se défend. Mais dans un scénario tel que je te fais apparaître à l'écran immédiatement où le cours des actions est flat, c'est ce qui est arrivé comme tu peux le voir sur le screen entre l'année 2000 et l'année 2012, on voit que finalement le S&P 500 sur le marché américain était flat, n'a pas généré de performance. Donc là, tu as pendant 12 ans, si tu as la retraite en 2000 et que pendant 12 ans, tu veux revendre 4% de ton portefeuille, c'est cool. Tu peux revendre 4% de ton portefeuille chaque année, mais le problème c'est que ça fait mal parce que pendant ces 12 années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as quand même eu de l'inflation dans l'économie, c'est-à-dire que le coût de la vie il a augmenté, le prix de la banane au supermarché il a augmenté, le prix de la baguette de pain, du lait, du pétrole, de tout ce que tu veux, ça a augmenté. Pendant ce temps-là, toi, ton portefeuille il n'a pas grossi, il a été flat, il a stagné, mais tu as retiré 4% de sa valeur chaque année. Donc là, pour le coup, il y a une vraie destruction de ton capital parce que tu vas vraiment aller toucher directement au capital. Ton capital n'a généré aucune plus-value pendant 12 ans. Ok. Maintenant, si on imagine un scénario encore pire que celui-ci, qui est de vendre 4% chaque année,
dans un scénario de décroissance. Donc là, on n'a plus une stagnation des cours, mais on a un cours qui baisse, comme ça arrive. Hein. C'est encore une fois, la bourse, ça va pas que vers le haut. Comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il y a un moment où la bourse, elle corrige, où ça descend. Et parfois, les corrections, elles font très très mal. On parle de 10, 20, 30, 40%, pourquoi pas plus. Donc si tu dois revendre 4% quand le marché vient de prendre une correction de 40%, je te laisse faire les maths, mais ça fait très très mal. Ok. Et donc là, tu dilapides ton capital à une vitesse grand V. En parallèle, ceux qui ont des actions à dividendes, et ça a été prouvé dans plein d'études, j'en parle dans mon livre que tu peux retrouver dans la barre de description ci-dessous, c'est pas parce que le cours de l'action chute, même de 40%, que ton dividende il est supprimé. Il y a plein d'actions lors de la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020 qui ont maintenu et augmenté les dividendes pendant que les cours se prenaient une très très grosse correction. Donc les bénéfices aussi potentiellement ont baissé pendant ces crises, mais l'entreprise, de par sa solidité financière, a réussi à maintenir et à augmenter son dividende en faisant un effort. Ok ? Donc voilà, également je te montre à l'écran tout de suite ce qui se passe pour les dividendes, puisqu'on en parle des dividendes. Eh bien on voit que pendant ces différentes années, les dividendes, eux, ont continué d'augmenter. Donc on parlait de 2000 à 2012 où on disait que le cours du S&P 500 avait été flat, en tout cas l'indice du S&P 500 n'avait pas produit de performance. On voit ici qu'entre 2000 et 2012, on voit très clairement que les dividendes ont augmenté. Ce sont les courbes, enfin les petites... les barres, on va dire, bleues foncées qui représentent le dividende par action qui a été versé aux actionnaires sur le marché américain, sur la S&P 500, on voit que entre 2000 et 2012, ça a clairement augmenté. Donc pendant ce temps-là, tu as ceux qui vendaient 4% de leur portefeuille entre 2000 et 2012 sans générer, sans que le S&P 500 n'ait généré la moindre performance. Et pendant ce temps-là, tu as ceux qui maintenaient la valeur de leur capital investi en bourse tout en percevant des dividendes chaque année qui étaient croissants et beaucoup plus réguliers. Ok ? Donc, de quel camp tu préfères être? Est-ce que tu préfères de ceux qui sont plutôt inquiets vis-à-vis de la retraite en devant liquider 4% de leur patrimoine, avec le risque qu'une baisse de marché vienne à réduire leurs revenus? Parce qu'encore une fois, si on te dit pendant cette année tu vas vivre avec 30 000 euros, mais l'année prochaine, parce que ça a baissé les cours de bourse, tu vas vivre avec plus que 20 000 euros ou 15 000 euros, ça fait quand même chier. Tu t'es adapté à un confort, c'est la retraite, t'as pas envie de devoir compter ou de faire des efforts financiers, c'est quand même la pire façon que de terminer sa vie avec des soucis d'argent. Ou tu préfères être du côté de ceux qui encaissent des dividendes, qui sont sereins et qui ont peut-être, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros de dividendes à l'année en fonction du capital investi et qui peuvent temporiser toutes les baisses de cours de bourse aussi longtemps que ça dure parce qu'ils ne sont pas dépendants de la baisse ou de la hausse des cours, mais ils sont simplement dépendants des dividendes qui par nature sont beaucoup plus stables que le cours de bourse. Le cours de bourse, il est par nature volatile, il dépend de pas mal de choses, l'offre et la demande, le sentiment des investisseurs, l'état de l'économie. Le dividende, lui, dépend que d'une seule chose, le cash dans les caisses de l'entreprise. Ça, c'est beaucoup plus factuel et c'est beaucoup plus stable. Ok ? Également, il y a beaucoup de gens, pour terminer cette vidéo, qui pensent que quand on a le dividende, on a généralement pas forcément la valorisation, en tout cas de son portefeuille ou du cours de l'action. Je te mets à l'écran un dernier graphique qui te démontre en fait la performance de 100 $ investis par rapport à la politique de versement du dividende. Donc tu vois que la courbe en bleu clair, celle qui est la plus haute finalement à 4 168 $, c'est celle qui représente les actions aux dividendes croissants et réguliers, les entreprises qui font augmenter le dividende de leurs actions. Et on voit que cette catégorie d'entreprises s'en sort mieux que l'indice du S&P 500 qui est lui en jaune marron, en jaune caca là, et qui termine à 1622 $. Donc tu vois qu'on a quand même un sacré écart de performance entre l'indice du S&P 500 et les entreprises qui versent un dividende croissant et régulier. Donc en plus d'avoir une meilleure stabilité, moins de volatilité, un flux beaucoup plus prévisible, beaucoup moins de stress, on a en plus de ça un capital qui travaille beaucoup plus efficacement pour ses investisseurs, puisque sur le long terme, on voit que les actions à dividendes croissants surperforment la performance de l'indice de référence, ici celui de S&P 500 aux États-Unis. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous, parce que j'en ai marre de voir cette fameuse règle des 4% ou cet argument qui sort de la bouche des pro-trackers, pro-ETF. Pour moi, c'est totalement débile, ou alors c'est des gens qui se disent on verra plus tard ce problème-là quand je serai à la retraite. Ils pensent pas à long terme, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais en tout cas pour moi c'est extrêmement important dès maintenant de pouvoir construire des flux de trésorerie via les dividendes qui sont prévisibles et qui vont être réguliers,
prévisible et surtout solide. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo à tes amis qui sont durs comme fer, investisseurs dans les trackers, parce qu'il faut comprendre à un moment ou à un autre que pour moi, les trackers présentent énormément de problèmes que beaucoup de gens sous-estiment. J'en parle d'ailleurs dans mon livre La magie des dividendes que tu peux retrouver dans la barre de description. Ci-dessous, j'ai tout un chapitre entier où, je vais pas dire je démonte les trackers, mais en tout cas, je mets en avant les nombreux problèmes que représentent les trackers. Les gens oublient beaucoup, omettent en tout cas, volontairement ou non, beaucoup de choses. C'est simple comme outil, mais derrière toute simplicité se cache malheureusement parfois des choses qui sont pas terribles. Donc voilà, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Lis bien la barre de la description. Donc il y a mon livre, La magie des dividendes, que tu peux retrouver, mais également de la formation vidéo, du service mensuel, du séminaire. Bref, il y a beaucoup de choses dans la barre de la description. Donc je te laisse aller regarder tout ça. Je te dis à très très vite. Pose-moi toutes les questions que tu veux me poser dans la barre de commentaires. Je réponds à tout le monde et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.